Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de la web-série Engage for Success qui vous est proposée par Intelsia, spécialiste des projets d'outsourcing. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder ensemble est celui des démarches mono ou multi-prestataires. Quels sont les avantages et les inconvénients? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts de la relation client. Frédéric Brebion, qui est directeur des ventes et du développement en Région France. Bonjour Frédéric. Bonjour Barbara. Ludovic Naudier, vous êtes directeur d'Ubicus et fondateur de la fameuse élection du service client de l'année qu'on connaît tous. Bonjour Barbara. Et enfin, Sébastien Rubaud, vous êtes directeur de la relation client chez SFR Grand Public. Exactement, bonjour Barbara. Qu'on connaît tous aussi. Bonjour à tous les 3. Peut-être pour commencer, un rappel sur les périmètres respectifs de chacune de vos entreprises. Oui, alors pour Intelsia, donc, nous accompagnons depuis plus de 20 ans les entreprises dans l'amélioration de leur expérience client. On est présent aujourd'hui dans 17 pays, on est 40 000 collaborateurs et on opère en multilingue et en multicanal. Bon, SFR, je ne sais pas s'il faut le présenter longuement, mais c'est 20 millions de clients, 2 marques, SFR et RED. Et puis évidemment, on accompagne nos clients qui utilisent tous les jours nos produits pour travailler, télétravailler, se divertir. Et en termes de service client, comme c'est le thème, on a plus de 6000 conseillers qui travaillent et qui sont disponibles tous les jours de 8h à 21h pour dépanner, assister, conseiller nos clients. Accompagner les clients, c'est Exactement. quand même bien de nous le rappeler. Exactement. Ludovic? Alors, élu service client de l'année, on évalue la qualité de la relation client des entreprises dans 6 pays maintenant, à travers cette manifestation. Et puis, Ubicus sont des solutions, des outils de mesure de la qualité délivrée justement par les centres de relations clients. Alors aujourd'hui, on va parler d'approche plutôt mono ou multi-partenaires ou prestataires, mais sur quel type de projet exactement? Alors en fait, on va intervenir on va dire, sur toute la chaîne de vie du client, donc c'est-à-dire de son accueil en front office, de la gestion de ses dossiers en back office. On va faire du support commercial, mais aussi du support technique, plus ce qu'on appelle les métiers de la création de valeur, c'est-à-dire la conquête de nouveaux clients, la fidélisation et la rétention. Donc c'est quand même un périmètre assez large. C'est très diversifié. Alors quand est-ce que la question justement d'externaliser ou pas sur ces différents types de projets se pose-t-elle? Alors, elle va se poser soit dans des contextes de démarrage d'activité, c'est-à-dire qu'on veut commencer à externaliser, donc on va choisir un premier partenaire, ou alors on va être dans une démarche de croissance forte et on ne peut plus en interne le gérer tout seul. Eh oui. On va aussi avoir besoin d'expertise de relations clients, donc on va faire appel à un professionnel pour le faire. Et puis après, il y a des diversifications de métiers ou géographiques qui vous obligent en fait à compléter vous-même votre cartographie parce que vous n'êtes pas par exemple, ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Angleterre, et vous avez besoin d'avoir des ressources qui parlent cette langue. Donc volume, diversification, croissance. Géographie, oui. Et ouais, géographique, donc principale raison. Vous, Sébastien, chez SFR, quand est-ce que la question s'est-elle posée? Alors, il y a plus de 10 ans maintenant, et alors évidemment pour les questions les éléments qu'évoquait Frédéric, mais aussi pour une autre raison chez nous, c'était de se dire que ça permet de se concentrer sur chacun son rôle essentiel, et donc finalement la valeur ajoutée du partenaire a été pour nous vraiment qu'il se consacre sur la partie gestion des ressources humaines, et quand on a 6000 conseillers, plus de 6000 conseillers, c'est un vrai sujet, c'est une vraie 300, expertise, quoi. Exactement, et donc ça veut dire le recrutement, la formation, la planification, le coaching, le management au quotidien pour délivrer une bonne qualité de service. Et vraiment, quand on a plusieurs milliers de conseillers, en tout cas nous, ça nous est apparu essentiel de se dire confions ça à des experts. Et nous, en contrepartie, ça nous a permis de nous focaliser, ça nous permet encore de nous focaliser finalement sur notre cœur de métier qui est mettre à disposition des conseillers des outils qui soient simples, performants, des process qui soient efficaces, des formations, des modules de formation qui soient aussi à la fois complètes et adaptés. Donc voilà, c'était en plus des éléments qu'évoquait Frédéric, bien marquer et bien se concentrer chacun sur nos forces et en tout cas là où on pouvait être les plus experts. Ça, c'est un sujet vraiment qu'on a aussi abordé sur un autre épisode de Engage for Success, cette notion d'un moment de si on confie, c'est parce que nous, on a envie de se recentrer sur notre cœur de métier et de confier à des experts qui savent bien faire ça, justement. Donc nous, on s'improvise un petit peu orchestre sur cette partie-là. Ludovic, c'est une vision que vous partagez? Alors, l'expertise, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a besoin de spécialiser les métiers. Dans plein de métiers, on fait appel à des sociétés expertes. On prend un expert comptable, on prend une société spécialisée dans le nettoyage, etc. Et donc, l'expertise, se faire accompagner sur des dimensions qui sont finalement parallèles, qui ne sont pas le cœur de métier, c'est très important. Il y a une deuxième chose, c'est les best practices, parce qu'un partenaire, un prestataire, comme on veut l'appeler, en fait, il opère
pour plusieurs clients, dans plusieurs secteurs d'activité. Et ça permet aussi de sortir de juste son secteur d'activité, parce que le client, quand on parle d'expérience client, lui, il se réfère au meilleur et pas au meilleur de sa Oui, catégorie. dans son quotidien, peu importe si c'est de l'alimentaire, du textile ou autre, quoi. Exactement. Et il y a certainement une autre dimension qui sont les outils, la technologie. Parce que les partenaires, ce n'est pas uniquement des collaborateurs, ce sont aussi des entreprises qui maîtrisent les technologies. Et quand vous vous lancez, ce sont des entreprises qui peuvent vous accompagner, vous mettre à dispo des technologies que vous ne maîtrisez pas, ou vous faire essayer des technologies, parce qu'ils les maîtrisent aussi sur d'autres projets. Au final, je crois que en fait, ces partenariats, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur vers une relation client qui est plus vertueuse, plus efficace, plus rapide. Alors, du coup, ce qu'on aborde là comme sujet, c'est qu'on parle de prisme humain, mais aussi d'outils. Alors, je suppose qu'il y a aussi cette capacité à accompagner le client à progresser dans ses objectifs. Exactement. Alors, je rejoins Ludovic sur en fait, la notion peut être d'accélérateur, d'incubateur, c'est-à-dire faire plus vite ce qu'une marque n'aurait pas pu faire en interne, parce qu'elle a ses compétences. Et nous, c'est toute cette chaîne qu'on va être capable de mettre à leur disposition, de la faire soit dans une phase d'abord de pilote pour pouvoir être sûr qu'elle produit les effets, et ensuite de pouvoir l'accompagner et la faire grossir, enfin la faire grandir dans le temps. Ça, c'est important parce que très souvent, une fois que ça fonctionne, on veut aller vite, mais il faut y aller par étapes. Et oui, on ne brûle pas les étapes, on l'a dit aussi encore dans notre épisode, c'est important d'y aller étape par étape, voilà. Pas tout il faut que les résultats soient là, il faut que la qualité soit là, donc il n'y a pas que la production, il y a bien entendu tout ce qui ressort en termes qualitatifs, de vision client, d'indice de satisfaction, et c'est sur cette base-là qu'ensuite on va pouvoir accélérer, proposer d'autres choses. On déploie un peu, on teste, on regarde si ça marche, on mesure, si ça mesure, on déploie. Exactement. Bon, on a bien compris. Sébastien, finalement, ça a été quoi les étapes clés? Quelles ont été les étapes clés justement sur la phase d'externalisation? Bon, je pense que c'était assez classique. On a commencé par externaliser au départ les activités qui nous semblaient être les plus simples, les moins complexes. Et puis après, au fil du temps, au fil de la maîtrise grandissant sur les opérations chez nos partenaires, on a finalement étendu le scope des activités qu'on a sous-traitées. Et aujourd'hui, près de 90% de nos activités sont confiées à nos partenaires et en l'occurrence à un partenaire privilégié, on en reviendra plus tard, mais qui est Intelsia. Donc vous êtes plutôt sur une approche mono-partenaire en quasi-totalité. Aujourd'hui, oui, on a été multi, on a plutôt fait le chemin vers le mono. Par contre, vous avez fait le choix, vous, de garder vos outils internes. Oui, après, je pense que ça dépend aussi, quand Ludovic disait, ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise et sa connaissance ou pas du métier de service client. Historiquement, chez SFR, on avait des services clients en interne, donc on a un vécu, on a une expérience et on avait des outils. Et donc, on a continué à travailler, à mettre à disposition nos outils de nos partenaires et finalement, on s'est appuyé sur les outils. En revanche, des partenaires sur la dimension, je le disais, ressources humaines et contrôle qualité qu'on a travaillé ensemble, mais c'est plutôt ce partage-là qu'on a fait. Mais je ne pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Nous, ça a été la nôtre et il y a différents modes de fonctionnement. On est à chaque fois sur une approche finalement personnalisée en fonction des types d'entreprises et l'objectif, ce n'est pas forcément de tout changer, c'est ce qu'on est en train de se dire. Alors très bien, si maintenant on parle donc de l'externalisation, mono-multipartenaire, comment est-ce qu'on fait le choix ? Alors le choix va être en fonction des phases de maturité de l'entreprise. Donc en général, quand on commence à externaliser, on le fait avec un partenaire qu'on va choisir. Et puis au fur et à mesure, on va lui confier un certain nombre de nouvelles prestations. Quand la taille critique devient assez importante, c'est-à-dire grosso modo à plus de 50 positions externalisées, on peut commencer à réfléchir à en prendre un deuxième. Moins, c'est compliqué parce qu'il faut quand même le piloter, puis lancer un partenaire, ça prend du temps. Voilà, il faut se disperser, il faut avoir les ressources pour le faire. Et puis finalement, plus vous grandissez, plus vous pouvez avoir de partenaires. Jusqu'au moment où vous vous dites, là j'atteins une taille critique où finalement, il vaut mieux que je resserre le nombre de partenaires que j'ai, voire jusqu'à 1 si c'est nécessaire, ou si ça convient, de manière à avoir des économies d'échelle et de manière surtout à rentrer dans des modes de co-construction pour aller plus loin. Donc là, on n'est plus simplement un donneur d'ordre et un prestataire, mais on rentre dans le monde du partenariat intégré. Partenaire, un peu le lapsus tout à l'heure, prestataire, partenaire, la frontière. Où là, on va complètement délivrer, créer des choses ensemble, voir des outils, voir des process. Oui, ça c'est quand même moins facile s'il y a plusieurs partenaires. Exactement. Donc il faut le faire au fur et à mesure du temps. Donc il y a cette phase évolutive de mono, puis multi, puis resserré. Voilà.
Ludovic, vous souhaitiez un peu nuancer, je crois, cette approche ou pas? Non, mais en fait, je pense qu'il y a déjà quelque chose de culturel entre le mono-partenaire ou le multi-partenaire. Il y a un mythe qui est de se dire, si on est multi-partenaire, finalement, on va mieux négocier, on va mieux challenger, ce sera plus vertueux, et d'autres qui pensent la même chose. Et ça dépend aussi des différents continents sur lesquels On voit ça aussi sur les phases de consultation, hein, où des fois, les annonceurs sont tentés d'aller faire plusieurs consultations, alors qu'en réalité, ils recherchent un partenaire. Hein. Après, quand on prend Élu Service Client de l'année, on a 62% des participants qui externalisent toute la partie de leur relation client. Et on en a 37% qui utilisent 2 partenaires. Ce qui veut dire qu'il y en a quand même plusieurs, alors peut-être à cause de leur taille, peut-être à cause de leur stratégie, mais une grande partie qui sont aujourd'hui monopartenaires. Alors monopartenaire, ça ne veut pas dire qu'on fait tout avec son partenaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs modèles en relation client. Souvent, on est sur des modèles mixtes, c'est-à-dire j'ai un bout de ma relation client en interne, parce que je veux garder un certain savoir-faire, la maîtrise de mes process, etc. Ou les tâches complexes aussi, on le voit sur un autre épisode. Vous avez raison, ou les tâches complexes qui nécessitent de l'engagement de l'entreprise vis-à-vis des clients, etc. Il y en a aussi, donc on a souvent du mix, on a du full externalisé, du full internalisé. Après, la vraie différence aussi, c'est comment j'anime ça en fait. C'est les dispositifs, alors soit de quality monitoring, de quality management, comme on veut les appeler en fait, qui permettent d'animer cette dimension qualité, pas uniquement sur du quanti, parce qu'on l'a vu qu'aujourd'hui le quanti, allez, c'est à peu près acquis chez tout le monde. Ce qui change la donne aujourd'hui, c'est quand même plutôt l'état d'esprit, le savoir-être, comment je crée de l'engagement de mes clients. On parle beaucoup d'émotion dans la relation client. On est sur l'humain, quand même. C'est ce qui différencie de l'IA aussi. Et oui, c'est sûr. Et c'est quand même un sujet fort en ce moment. Vous, Sébastien, ça s'est fait de façon progressive, justement, ce choix mono-multi? On a eu le chemin que décrivait un petit peu Frédéric tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au départ, on était quasi tout internalisé, puis on a externalisé une partie. On a eu 1, puis 2, puis 3. On a dû avoir au maximum 5 ou 6 partenaires. Et puis à un moment, on s'est dit, finalement, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir autant de partenaires, de prestataires, d'ailleurs on parlait de prestataires à l'époque. Et petit à petit, on a fait le chemin, aller vers 1 ou 2 partenaires de rationalisation pour plusieurs choses. Pour simplifier nos modes de fonctionnement, pour homogénéiser et uniformiser aussi finalement les process et les modes de formation, les modules de formation, etc. Et puis pour responsabiliser davantage le partenaire. Et aujourd'hui, on a un partenaire quasi exclusif, je le disais, avec qui on co-construit vraiment de plus en plus les différents dispositifs. Quand on parle de co-construction, c'est-à-dire que finalement chacun est moteur de propositions, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire, nous, sur la base de la voix du client, de ce qu'on opère tous les jours, un certain nombre de préconisations qui vont être ensuite reprises par la marque, qui vont être retravaillées en interne. Et c'est là où ça a vraiment de la puissance. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler sur leur process interne pour modifier des choses et faire en sorte que ça redescende de manière beaucoup plus simplifiée et beaucoup plus fluide pour les clients. Donc ça amène au quotidien de l'amélioration à la fois pour celui qui traite l'appel ou l'interaction avec le client, mais aussi pour le client final, tout simplement, parce qu'il y a énormément d'interactions qui peuvent être évitées. Les marques se tirent beaucoup de balles dans leurs propres pieds. Donc le fait de se concentrer sur finalement son métier et de regarder de bout en bout quels sont l'impact des décisions qui sont prises. Comme ils ont le temps pour le faire, parce qu'ils n'ont plus le temps tourné vers le pilotage, eh bien, ils ont le temps pour le faire et donc ils s'occupent beaucoup mieux de ces sujets. Au centrage, cœur de métier. Si on résume, c'est quoi les spécificités pour chaque approche? Mono, multi, partenaire? Alors moi, ce que je dirais, c'est quand on est petit, il vaut mieux être mono-partenaire. Dès qu'on commence à prendre du volume ou qu'on est sur des élargissements géographiques ou des élargissements de métiers, alors à ce moment-là, on peut diversifier et prendre du multi-prestataire. Et puis quand on arrive vraiment à des volumes très importants avec des enjeux stratégiques, eh bien on peut se recentrer sur quelques partenaires clés. Est-ce que vous souhaitez ajouter peut-être quelque chose sur cette vision? Non, pas spécialement. Alors si on veut changer d'approche, est-ce que c'est simple? Simple, je ne dirais pas simple, mais en tout cas c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. D'ailleurs, on l'a fait. Après, je pense qu'il y a 3 facteurs clés de succès à ce changement. Le premier, c'est quand même d'avoir des process structurés, des outils simples et une certaine maturité dans le pilotage des activités. Le deuxième, pour moi, c'est de donner un temps raisonnable pour passer d'une stratégie à une autre. Ça ne veut pas dire prendre des années, mais ça ne peut pas se faire en 15 jours, 3 semaines, ni 2 mois, 3 mois. Et le troisième, qui est probablement le plus important,
Je pense qu'on est sur des métiers où ce qui est important, c'est d'avoir de la consistance et de ne pas changer de partenaire ou pas changer de stratégie sans arrêt. Parce qu'il y a une nouvelle techno, une nouvelle presta. Ouais, voilà. et puis parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un métier, c'est d'abord des hommes et des femmes qui font un service client et ça prend du temps à être compétent, à être bon, à être à l'aise. Et si on change sans arrêt, eh ben on casse tout bénéfice à ce qu'on est en train d'entreprendre. On Donc, perd les vraiment, équipes en fait, non? Exactement. Donc pour moi, c'est faisable, mais il faut juste pas changer sans arrêt de cap. Vous, tout ce qui a été mis en place, ça a été quoi les résultats en termes justement de qualité de relation client, Sébastien? Ah bah j'ai envie de dire, j'ai le plaisir d'être à côté de Ludovic. Bon alors Ludovic, Nous, on est très... changez de place, je vous propose. On vient de remporter l'élection élu service client de l'année dans notre secteur d'activité. Donc, Vous avez été élu, ok. Exactement. Et donc pour nous, ça vient récompenser vraiment le travail effectué depuis plusieurs années à construire un service client qui progresse, qui soit de mieux en mieux, parce que les attentes des clients augmentent aussi fortement, hein, particulièrement dans notre secteur d'activité où aujourd'hui, quand vous n'avez plus d'internet ou plus de téléphone, c'est vite la panique. C'est vital. Et donc oui, non, complètement. Nous, on est très heureux du changement. On a encore énormément de choses à faire, vraiment. Mais en tout cas, aujourd'hui, le mode de fonctionnement et l'organisation qu'on a, le modèle que nous avons, est un atout pour la suite. Donc un objectif métier qui était d'améliorer finalement cette satisfaction client au niveau du service client. Et donc toute cette démarche d'externalisation de choix amène à cette fameuse élection. Oui, complètement. Donc bravo. Merci. Ludovic, peut-être un petit mot aussi avant de nous quitter? Non, mais le mot qu'on peut dire, c'est que travailler avec un partenaire, c'est beaucoup d'organisation. Parce qu'il y a de la comitologie, il y a des réunions régulières. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous êtes multi-prestataire, ça veut dire que vous multipliez vos instances par le nombre de partenaires avec éventuellement des modes de fonctionnement qui ne sont pas toujours identiques. Et donc, vous avez une comparabilité qui n'est pas toujours simple. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que certains font le choix du monopartenaire. C'est justement pour simplifier, pour avoir une seule ligne directrice et pour être plus rapide. Eh bien, un grand merci à tous les trois. Merci également à vous qui nous avez suivis durant toute cette émission. Les équipes d'Intelsia se tiennent à votre disposition pour tout projet, demande d'informations complémentaires par rapport au sujet que l'on a abordé dans cet épisode. On vous invite également à aller visionner d'autres épisodes de la série Engage for Success. Et moi, je vous dis à très vite.